fait notre liste. Paul Beatty, American Prophet, la nouveauté de cette rentrée qui nous vaut de participer à la Voix des Indés. C'est à qui j'ai pas vendu de force du Percival Everett ici. Et ben voilà. Donc tous ceux à qui j'ai refourgué du Percival Everett sous la menace depuis le janvier dernier sont invités à le prendre, les autres aussi. Alors d'une part c'est l'un des meilleurs prologues du monde. Vraiment, il y a un prologue dont le ton incantatoire peut faire penser à Atomic Aztecs. D'ailleurs, bon allez je vous le lis. Pas tout. Moi j'aime pas les lectures, qui eût cru que j'y prendrais goût. Ce boulot de Messie est une plaie. N'empêche qu'il m'a permis de venir combler l'absence chronique de leader chez les Afro-Américains. Désormais, les citoyens de seconde zone, écœurés par le système, n'ont plus besoin de la petite annonce dans le journal du dimanche qui disait « Cherchons négro démago, capable de guider peuple divisé, opprimé et égaré jusqu'à la terre promise. Bon communicateur, rémunération selon expérience. Débutant accepté. » Étant poète, et donc expert en technique de coercition de l'âme noire par les sentiments, je suis on ne peut plus qualifié pour le poste. Mon livre, Tronche de pastèque, s'est vendu à 126 millions d'exemplaires. Tout le monde m'écoute. Les intellos, les clodos et la coterie des politicards. Leader de la communauté noire, un job taillé sur mesure. Je n'ai pas eu d'entretien d'embauche. 22 millions d'âmes en déshérence m'ont promu manipulateur à plein temps et père adoptif d'une ethnie à l'abandon. Je leur sers à la petite cuillère une bouillie d'inanité, je leur dévoile la vacuité de l'Amérique noire et l'inutilité de la lutte. Ce que j'y gagne, une allégeance aviaire complètement fanatique. Où que j'aille, une longue file d'oisons noirs talonne un barde en plastique monté sur ressort qui, en chemin vers l'autodestruction, traverse à l'aveugle l'autoroute de l'information. Si, un jour, un producteur d'Hollywood achète des droits sur ma biographie, dans le programme télé, on lira. En lutte pour la liberté, un jeune poète convainc malgré lui les Noirs américains d'abandonner tout espoir et les mène au suicide dans un paroxysme de tôle froissée et de flammes. Un film drôle, truffé de gags, langage cru, quelques scènes de violence. Et c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. C'est un mélange d'effectivement de lutte pour la liberté, de poète, d'abandon d'espoir. C'est drôle, c'est truffé de gags, il y a un langage cru, quelques scènes de violence, et c'est exactement ça en fait. Voilà, ça c'est American Prophet. Donc l'histoire c'est celle de Gunnar Kaufman, qui est un jeune black dont l'enfance est coupée en deux parties en fait. Il commence sa vie dans une banlieue bobo de Los Angeles, très blanche, ouverte à la multiculturalité, mais c'est le seul noir du quartier, le seul noir de son école, et le jour où il y a un flic qui vient faire un petit peu d'éducation civique pour montrer comment on passe les menottes, à qui il demande à Gunnar. Donc voilà, c'est cette espèce de truc de racisme latent, mais on a le droit parce qu'on est quand même ouvert. Et elles lui sont trop grandes. Et en plus, elles lui sont trop grandes. Et le flic qui lui dit, t'inquiète pas, elle tire en plus. Voilà, ça c'est le début. Et puis arrive le drame. Alors c'est il y a tous les ancêtres. Au détour du... Excuse-moi. Et tous les ancêtres. J'en parle avant. Oui, parce que tu l'as vendu quand même à pratiquement tout le monde. Quoi. Et non, c'était Percival Everett. Ah oui, c'est ok. Ouais, et suivez les mecs. Hein, et arrive le drame. Il y a, j'en parle pas, et c'est très étrange la façon dont d'ailleurs c'est dit, mais on s'étend absolument pas là-dessus, qui fait que la mère va partir, va quitter le père, va partir avec les enfants sous le bras, donc Gunnar et ses deux sœurs, et s'installe dans le ghetto noir américain. Et alors là, changement de décor. Ils sont paumés, ils comprennent rien. C'est une avalanche de clichés, de violence, de pas le temps de respirer quand on te parle, de systématiquement, de toute façon, ils répondent pas ce qu'il faut répondre. Ils réagissent de travers, ils se font tataner à longueur de temps. C'est une avalanche de clichés, mais Paul Beatty les dézingue un par un. Ça prend son temps, mais tous vont être pulvérisés parce que Gunnar ne rentre pas dans les cases, dans aucune. Il fait même particulièrement gaffe à ne pas rentrer dans les cases. Et on retrouve là le jeu auquel peut se livrer un Percival Everett,
C'est-à-dire de nous poser devant des clichés. Enfin, clairement, il ressemble beaucoup, ce Gunnar, à notre Pas Sidney Poitier, qu'on avait beaucoup aimé dans Pas Sidney Poitier, le livre. C'est déjanté, c'est brillant, c'est souvent drôle, mais ça vire au triste aussi devant cette espèce de truc où les clichés ont été intériorisés, essentiellement aussi par ceux qui en ont été victimes, enfin qui en sont les victimes, et on va pas arriver à sortir de ça. Enfin, notamment, il y a tout un passage de son passage à la fac qui est assez terrible, où il va tenter d'aller dans des trucs de lutte, d'antiracisme, et à chaque fois, enfin, il se retrouve face à des gens qui s'écoutent parler. Et lui est à la fois poète et basketteur. Et voilà, son idée, il sera jamais totalement basketteur, il sera jamais totalement poète. C'est toujours un pied dans chaque chose. Il y a des personnages secondaires qui sont vraiment très chouettes, et notamment ses potes, parce que mine de rien il se fait des potes, qui sont le chef d'un gang sans gun, et enfin voilà, le jour où ils partent en expédition punitive parce qu'un des leurs s'est fait dézinguer, c'est juste drôle parce qu'ils ont besoin d'une arbalète. Et le fan de jazz à fond, qui a vraiment ses écouteurs vissés dans les oreilles et qui ne manquera jamais, et qui n'a jamais manqué un seul panier. Et du coup, les gens ils viennent au match de basket juste pour le voir rater, quoi. Et non. Et en même temps, ça le rend fou. Enfin, il y a aussi ce côté très... Enfin, ça, c'est vraiment un bel exemple. Il y a ce côté... c'est absurde, c'est rigolo parce que c'est absurde, et ça le rend fou, et ça, finalement, à la fin, on rit plus tellement, en fait. Mais c'est beau, c'est très beau. Pour j'ai un tout petit extrait, justement, sa généalogie, racontée par sa mère, vaut le détour. Juste un tout petit extrait qui est vraiment le début du chapitre 1. Contrairement au bon vieux noir des familles, mi-sorcier, mi-chante le blues, Rusto est sympathique dans sa salopette en jean, digne devant le racisme pecno, du genre vrai marchepied pour le prix Pulitzer. Je ne suis pas le 7e fils d'un 7e fils d'un 7e fils. J'aimerais bien, mais le sort m'a privé de 6 frères et 3 oncles. Les grands chefs et les reines tout en haut du vieux Kilimandjaro ne m'ont pas inclus dans leur testament. Ils ne m'ont rien légué, enfoirés de radins. Pire, ils m'ont carotté mon héritage mythologique, mes super pouvoirs aborigènes. Les gredins qui tirent les ficelles dans le jeu des races peuvent être tranquilles. Jamais je n'ai eu le don divin de terrasser quiconque d'un chant tribal, d'un bâton de sorcier décoré de perles et d'un regard noir. Un tocard dans ma famille a dû merder et offenser la mémoire des ancêtres. Il a mis les dieux en rogne, trop de formules dans la magie sans doute. Et depuis, les fils doivent payer pour les fautes de leur père. Mon nom est Kaufmann, Gunnar Kaufmann. Je suis l'Oreste noir dans la maison des Atrides, voué par un ADN mou du genou à traîner les pieds dans le sillage d'une longue file veule de fils de nègres, d'oncle Tom et de fidèles domestiques bamboula. Je suis le premier fils d'un fils de pute branché par les peaux claires, lui-même 3e fils d'un nègre de maison lèche-cul qui se trouvait être pour sa part un 7e fils, mais par défaut seulement. En remuant dans son sommeil, mon grand-père Giuseppe Kaufmann étouffa Johann, son jumeau et aîné, et put dès lors prétendre au 7e rang tant convoité. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Donc, American Prophet, tous ceux qui ont aimé Percival Everett aimeront American Prophet, et vice versa.